J'ai accompagné plus de 50 entrepreneurs à développer leur chaîne YouTube. Ça va de total débutants à des entrepreneurs avancés qui ont des boîtes qui font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois. Des gens qui ont 1000 abonnés, 5000 abonnés, 20 000 abonnés, jusqu'à 500 000 abonnés. Et en fait, je me suis aperçu que quel que soit leur niveau d'avancement, il y avait 8 blocages qui revenaient assez souvent que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire gagner du temps. Le but de cette vidéo, ça va être de vous faire prendre le raccourci si vous êtes entrepreneur et que vous voulez vous aussi développer une audience sur YouTube. C'est parti. Premier conseil, ça va être de démarrer de manière focus. Il y a plein de gens en fait quand ils veulent lancer leur stratégie YouTube qui vont s'éparpiller, qui vont vouloir faire des trucs hyper compliqués, qui veulent avoir une stratégie de short, une stratégie de long, une stratégie Instagram, une stratégie TikTok et aller faire du repurposing pour redonner vie à leur contenu un petit peu partout. Le truc, c'est que ça, c'est des stratégies qui sont super bien pour les gros, pour les gens qui sont déjà en place, qui ont déjà un pôle contenu hyper rodé. Mais en gros, si tu commences par faire ça, ça va être hardcore. Ça va être trop compliqué, il n'y a rien qui va marcher, ça va être trop déceptif. Et en fait, au lieu d'avoir fait marcher un truc, tu auras fait ne pas marcher plusieurs trucs à la fois. Vraiment, la complexité, ça va fail et la simplicité, ça va scale. Je vous recommande vraiment d'y aller focus, de choisir votre canal dominant et tout le reste, ce sera des canaux dominés. Donc, si votre canal dominant, c'est YouTube, ça veut dire que l'intention, elle est vraiment mise pour faire marcher YouTube et tout le reste, on s'en fout. Ça ne vous interdit pas de reposter vos vidéos ailleurs, mais vos autres canaux, ils sont du coup dominés. Il n'y a pas une intention pour comprendre chacun des autres canaux. Et ça va être super important pour vous de vraiment mettre l'intention dès le départ parce qu'en fait, chaque heure que vous passez à repurpose des contenus qui ne vont en plus pas marcher sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok ou ailleurs, c'est des heures que vous ne passez pas à améliorer vos vidéos YouTube, vos contenus YouTube et c'est du temps précieux, c'est bien dommage. Donc ce premier principe, démarrer focus et on passe tout de suite au deuxième principe. Le deuxième conseil, ça va être d'arrêter d'overthink. Il y a énormément de gens, que ce soit des débutants ou pas d'ailleurs, qui vont se poser énormément de questions pour lancer leur chaîne YouTube. Et qu'on soit clair, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime de se les poser. Seulement, le problème, c'est que ces questions, elles vont les empêcher de passer à l'action. Je vais vous remettre un peu de contexte si vous débarquez sur la chaîne et vous dites « mais c'est qui ce pélo qui donne des conseils, d'où il sort ?» Moi, j'aide vraiment les entrepreneurs qui veulent attirer des clients sur YouTube et avoir une stratégie low view, high ticket, donc de créer une petite audience très rentable, très qualifiée, etc. Et je fais uniquement du YouTube, je fais que ça depuis des années. Et donc, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient énormément de questions sur YouTube sur c'est quoi la durée des vidéos que je dois faire quel type de montage, est-ce que je dois avoir une stratégie de SEO, de hashtag, quel format je dois faire, la peur du regard des autres, etc. Et donc tout un tas de questions qui vont les paralyser et les empêcher de poster leur première vidéo. Donc dans cette vidéo, on va essayer de faire ça simple. Toutes ces questions-là, la plupart, on s'en tape. Si on devait résumer, prenez les problèmes qu'ont vos clients, quelles questions ils vous posent, faites des vidéos qui répondent à ces problèmes et terminez. Voilà. Si on devait résumer, c'est ça en fait. Il n'y a pas besoin d'un cours YouTube de 6 heures. La plupart des experts réseaux sociaux autoproclamés d'ailleurs se surcomplexifient le truc. Mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, tant que vous faites des vidéos qui répondent aux problématiques de vos clients et que les vidéos sont bien, ça va pas être beaucoup plus compliqué que ça. Alors évidemment, on peut optimiser, on peut être stratégique pour pas perdre de temps. Et moi, je vous dis ça, sachant que mon job, c'est d'aider les gens à faire leur stratégie. Donc c'est même pas dans mon intérêt de vous dire que c'est simple. Mais en vrai, c'est pas si compliqué que vous ne le pensez. La durée des vidéos, il n'y a pas de vidéos trop longues que des vidéos pas assez intéressantes. Faites le plus court possible en apportant le plus de valeur par seconde. Si ça prend 1 heure de raconter ce que vous avez raconté, faites-le en 1 heure, c'est magnifique. Si vous pouvez le faire en 15 minutes, faites-le en 15. Mais vous prenez pas la tête, il n'y a pas de truc d'algorithme ou autre en fait. L'algorithme, c'est uniquement le reflet du comportement des viewers. Si les viewers se font chier, l'algorithme voit que les viewers se font chier et ne monte pas la vidéo. Si les viewers kiffent, l'algorithme voit que les viewers kiffent et il monte la vidéo. Vous prenez pas la tête avec l'algorithme et tout. Ça, c'est un truc de mecs ou d'agences qui veulent vous faire croire que c'est compliqué. En vrai, faites des contenus intéressants pour votre audience et le reste, ça se passera bien. Ensuite, le montage. Ok, est-ce qu'il y a besoin du montage compliqué? En fait, oui et non. Ça dépend. Si vous, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous avez une expertise, vous adressez une petite audience avec de la valeur, ils sont là pour ce que vous dites. Ils ne sont pas là pour être divertis. Donc, même si vous faites des looms, même si vous faites des vidéos dégueulasses, ça marchera. Et j'ai plein de clients qui fonctionnent avec des looms. Sur cette chaîne-là, il y a des looms qui font 1000, 1500 vues et qui ramènent des gens qualifiés dans l'histoire. Donc, ça marche. Le montage compliqué, ça sert si vous êtes en train de parler à du mass market, si vous avez une posture d'entertainer, si vous êtes en concurrence avec tous les youtubeurs et tout, là oui.
Mais dans 99% des cas, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez parler à une petite audience, ça sert à que dalle. Donc, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de faire du montage extrêmement compliqué. Moi, j'aime bien en faire sur ma chaîne, mais parce que c'est un kiff perso, parce que j'aime l'image et ça me fait plaisir. Mais c'est overkill. Il n'y a pas besoin de faire des montages de fou. Les formats, le regard des autres. Ouais, le regard des autres, ça, on va passer là-dessus. Je vais speedrun un peu ce point parce que là, on est plutôt sur des problématiques débutants. Vous allez voir qu'il y a des problématiques même. J'ai même des clients, des entrepreneurs qui ont des gigaboîtes, des mecs qui sont multimillionnaires, etc., qui se retrouvent avec certains blocages qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc, on va monter en puissance. On va donc clôturer sur le regard des autres. Il y a, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous hésitez à poster des vidéos consciemment ou inconsciemment en vous disant que vont en penser les autres, que vont en penser mes anciens collègues, que vont en penser mes proches, etc., etc. Vous êtes sans doute en train de vous paralyser pour quelque chose qui n'a pas forcément lieu d'être. Je ne suis pas coach, je ne suis pas expert en psychologie, mais on va quand même tenter de parler un petit peu de ça. Je pense qu'il y a deux cas de figure pour le regard des autres et dans les deux cas, on s'en tape du regard des autres, ça va être ça la conclusion. Je vous spoil. Si votre entourage ne comprend pas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est aussi une manière d'un petit peu, pas faire le tri, mais voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai lue dans le livre de mon ami Pierre David, qu'on embrasse, qui dit « Quelqu'un qui est devant toi et qui a confiance, il t'encouragera quand tu fais quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, mais qui n'a pas envie de payer le prix pour avoir ce que tu as et de faire ce que tu fais, il te félicitera parce qu'il sera impressionné. Seuls les gens mal dans leur peau te critiqueront. » Donc ça veut dire que finalement, les gens qui vont se foutre de ta gueule, en fait, ils sont juste en train de projeter sur toi leur peur à eux de prendre des risques. Tu es en train de faire ce qu'ils n'osent pas te faire, donc ça les fait chier. Donc voilà, ils te chient dessus, mais finalement… qui se barre en fait, tant pis. Et de l'autre côté, on peut être paralysé par le regard de beaucoup d'autres personnes qui finalement n'en ont rien à battre de ce qu'on fait. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas le centre du monde, il y a l'effet d'halo qui nous fait croire qu'on est le centre de l'attention et que tout le monde va voir les vidéos qu'on fait, tout le monde va nous en parler et tout. La réalité, c'est que les gens s'en foutent. Les gens, ils sont probablement sur leur chiotte au moment où ils voient ta vidéo passer et qui décident de cliquer dessus ou pas. Et ils s'en rappellent même plus 20 minutes après. Donc, c'est pas si grave que ça, c'est chill, on peut y aller. Voilà. De toute façon, on va progresser en faisant les vidéos, donc c'est ok. C'est ok au début d'être un peu naze, c'est ok. Mes premières vidéos étaient péraves. Plus tu pars de bas, plus le haut sera épique aussi. Ça, c'était pour arrêter d'overthink. Troisième conseil, visualise ta cible. À qui est-ce que tu parles? Ça peut paraître totalement bateau dit comme ça, mais je vous explique. Si vous n'êtes pas clair du tout sur à qui vous êtes en train de vous adresser, ce qui risque de se passer, c'est que votre cerveau va surchauffer. Parce qu'en fait, si vous ne voyez pas clairement une personne de votre entourage, par exemple, un prospect ou une personne concrètement à qui vous êtes en train de parler, en fait, vous allez commencer à parler et puis vous allez vous dire « Attends, est-ce que je ne suis pas clair? Je vais devoir rajouter des précisions. » Et puis, vous allez devenir un petit peu plat en cherchant d'arrondir les angles pour parler à tout le monde. Et ce qui risque de se passer, c'est que en voulant parler à tout le monde, vous parlerez à personne. Ça peut être très inconscient. J'en parlais justement avec un client qui est lui très avancé dans ses business, etc., qui vraiment est excellent. On l'embrasse s'il nous écoute. Mais dans ses contenus, justement, il avait du mal à briser la glace et à être percutant, et ses contenus, ils se retrouvaient à être un peu fades. Alors que pourtant, moi, dès que je l'avais en call, il me lâchait punchline sur punchline et c'était super intéressant. Et en fait, le sujet, c'est qu'on s'est aperçu qu'il ne savait pas à qui il parlait et on a remis de la clarté sur sa cible. Et donc là, concrètement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de penser aux dernières conversations que vous avez eues avec vos clients. Si vous échangez encore en one-one avec des clients, c'est une opportunité en or pour calibrer vos prochains contenus et vous pouvez vraiment vous dire, imaginez un de vos clients face à vous et vous dire que c'est lui qui est en train de regarder la vidéo. Et dans ce paradigme-là, ça veut dire qu'on s'en tape si tous les gens qui sont hors scope, ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire, mais au moins ça vous épargne le fait de redéfinir toutes les hypothèses cachées parce que vous savez déjà à qui vous parlez. Moi, si je parle aux entrepreneurs sur YouTube, je n'ai pas besoin de redéfinir tout un tas de termes. Je pars du principe que c'est acquis, je pars du principe qu'ils savent ce que c'est un tunnel de vente, qu'ils savent ce que c'est plein de trucs. Et ça m'évite d'avoir le cerveau qui surchauffe en me disant « Putain, il faut que je redéfinisse tous les termes et tout » et de finalement me retrouver paralysé. Visualisez votre client rêvé, visualisez votre cible et ça va vous aider. Ce qui va faire la diff, c'est si vous avez une audience que vous aimez réellement et si vous dites des choses que vous aimez réellement. Le piège, c'est de se retrouver avec une audience qu'on n'aime plus et à devoir dire des trucs qu'on n'aime pas. Parce que quand on se fait chier en enregistrant une vidéo, ça se sent et du coup, on n'est pas passionné, on n'est pas passionnant et donc forcément, ça va faire des contenus insipides. Il n'y a rien d'aussi redoutable que quelqu'un de passionné et ça devient passionnant. Il y a plein d'exemples de chaînes assez raw
finalement de gens qui partagent du contenu qui leur tient vraiment à cœur et qui va cartonner. Bon, là, celle qui me vient en tête, ça va être Guillaume Moubèche qui a fait ça récemment sur le marché français. Il parle de sujets, on sent qu'il kiffe, c'est croustillant, il va parler des dessous de la Startup Nation, des dramas, des trucs et tout. Et donc, c'est super captivant. Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à quelque chose de profond qui vous touche sincèrement? Voilà, ça va être ça la question que je pose. Je la pose autant pour moi que pour vous. Moi, régulièrement, je me retrouve à dériver, à parler de sujets finalement qui m'intéressent moins. Et à chaque fois que j'arrive à remettre le cap sur des sujets qui me passionnent, je sens que le contenu est mieux. Une bonne question, c'est est-ce que vous auriez quand même fait cette vidéo si vous n'aviez pas d'intérêt business? Et est-ce que vous auriez vous-même regardé cette vidéo? Si la réponse est non, vous avez probablement quelque chose à creuser sur ce point-là. Si la réponse est oui, foncez, ça va être un kiff en plus de faire la vidéo. On passe au 4e conseil. Savoir à quel jeu tu joues. Sur YouTube, il y a de tout et on peut s'y perdre. On peut essayer de copier des gens sans savoir trop pourquoi et on peut se retrouver à jouer au jeu de quelqu'un d'autre. Le marché, j'aime bien dire qu'il se divise entre les initiateurs et les buteurs. Les initiateurs, ils s'adressent au mass market, ils font découvrir leur thématique au plus grand nombre. En France, si on prend le business en ligne, on va avoir Marketing Mania à l'ancienne qui faisait découvrir le monde de la formation en ligne à tout le monde. On va avoir Yomi Denzel qui fait découvrir le monde du business en ligne, le monde de l'e-commerce à tout le monde. On va avoir, je sais pas, Antoine Blanco qui fait découvrir le coaching, Jutun qui fait découvrir le community management à des gens qui ne savent pas ce que c'est. Et eux, dans leur terminologie, ils vont utiliser des mots simples, ils vont prendre quelque chose qui s'adresse au mass market. Eux, leur enjeu, c'est de parler à énormément de monde et après de monétiser avec des produits bien dimensionnés parce que forcément, le mass market, il vient de découvrir la thématique, il ne va pas investir des 1000 et des 100 et il a un pouvoir d'achat aussi limité. Donc, by design, les produits qui vont en face, ça va être souvent des middle tickets, des formations, des trucs comme ça. Et donc, la stratégie média qui va avec, ça va être une stratégie média de masse. Si vous vous inspirez de quelqu'un qui fait ça, alors que vous êtes ce que j'appellerais plutôt un buteur, c'est-à-dire quelqu'un qui prend une cible déjà aware et qui est déjà dans une démarche de changement, qui est déjà plus éduqué à la thématique et qui vend une offre high ticket dessus, ça va être une catastrophe de copier quelqu'un de mass market. Donc concrètement, si on devait prendre un exemple, ça va être mass market, la meilleure activité que tu peux faire avec un ordinateur, niche, apprends à coder, sous-niche, apprends à coder en C++ et à devenir un ingénieur qui peut être recruté dans les meilleures boîtes tech. Voilà, vous voyez, mass market, les gens ils sont au stade du hobby, donc ils ne vont pas investir plus de 500 €, plus de 1000 € sur le sujet. Enfin, ils pourraient, mais donc, en tendance, ça va être ça. Niche, ils vont pouvoir mettre un peu plus, peut-être un produit à 2K, à 5K, etc. pour vraiment apprendre à coder une formation. Et puis, la micro-niche apprend à coder en C++ pour te faire embaucher chez Google. Là, peut-être que le mec, il sera prêt à mettre 15K pour être mentoré par quelqu'un qui est déjà chez Google et tout ça. On est vraiment sur une segmentation le produit qui va dépendre de à qui on parle. Et la stratégie de contenu aussi. Si vous copiez une stratégie de contenu de masse alors que votre produit ne fit pas, ça va être économiquement, ça va juste pas marcher. Et de la même manière, si vous faites une stratégie low view high ticket mais que vous vendez des petites formations, ça va pas marcher non plus. Et ça, c'était initiateur versus buteur. Savoir à quel jeu vous jouez. Et moi, je préfère la catégorie des buteurs parce que jouer en tant que buteur, ça permet de s'adresser à des gens déjà éduqués, d'avoir les initiateurs qui font tout votre travail d'évangélisation du marché, de vendre plus cher, d'apporter plus de valeur et du coup d'avoir moins de clients, mais avec des clients pour qui vous allez apporter plus de transformation. Votre prestation va être plus transformationnelle alors que les initiateurs, finalement, ça reste en surface. On ne change pas de vie avec un PDF ou une formation en ligne, quand bien même ça fait faire le premier pas. 5e concept, très très fort celui-là, start with why. Rappelle-toi ton pourquoi. Ça paraît bullshit, ça paraît bateau, mais vous allez voir que pas tant que ça. Dans une stratégie de contenu YouTube, on peut se perdre dans 1 milliard de tutos sur comment on fait des titres, des miniatures, des montages, des trucs, de la technique et on peut se retrouver un peu overwhelmed et on a envie d'arrêter. Là, dans ces cas-là, moi j'aime bien toujours me reconnecter au pourquoi j'avais envie de créer des vidéos YouTube et m'assurer qu'il est assez fort et que je suis en train de créer les vidéos qui satisfont ce pourquoi, qui me remplissent. Si demain, vous faites des vidéos pour diffuser un message qui vous tient réellement à cœur. Si ces vidéos, c'est un outil pour développer une entreprise qui vous tient énormément à cœur. Si vous avez une motivation profonde, une quête, si là, ce que vous êtes en train de faire, ça contribue à votre projet. Si les vidéos, c'est une manière pour vous d'apprendre et ça remplit votre valeur, par exemple, d'apprentissage. Si vous avez un pourquoi suffisamment fort, le comment, il se réglera de lui-même. Vous trouverez toujours les tutos, vous trouverez toujours le temps, vous trouverez toujours une manière de rendre ça possible. Si vous êtes en train de mourir de faim et que je vous donne une boîte de conserve, vous allez trouver une manière de l'ouvrir, vous saurez être créatif. C'est un petit peu l'idée globale.
quand on a une perte de motivation dans sa stratégie YouTube, c'est pas forcément aller chercher plus de techniques, de tutos et tout qui vont sauver. C'est des fois juste de se reconnecter à l'intention de départ qui va nous permettre finalement de repartir comme en 40. En plus, la magie derrière tout ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'intention dans le contenu, ça se sent. Si vous êtes en train de partager quelque chose qui vient des tripes et qui est important pour vous, ça se sent à la caméra. Si vous êtes en train de vous faire chier et de lire un prompteur, ça se sent aussi. Donc des fois, simplement se reconnecter au grand pourquoi va faire des vidéos, des meilleures vidéos. Et puis, bon, c'est facile à dire, mais il y a une notion de retrouver un peu sa spontanéité aussi. Comme je suis un peu en train de le faire là, une vidéo un peu, il n'y a pas de script, je partage ce que j'ai envie de partager et je prends tous les pains qui ont bloqué des clients et je me dis, si ces points-là peuvent débloquer d'autres personnes, ça m'aide. En plus, donc déjà, ça nourrit une valeur de transmission. En plus, moi, ça me permet de structurer mon propos dans ma tête. Donc, ça me permet aussi de nourrir ma valeur d'apprentissage parce que transmettre du contenu, c'est une manière d'apprendre aussi. En plus, ça peut faire découvrir cet univers à des nouvelles personnes qui vont peut-être devenir clients chez moi. Donc, ça nourrit aussi ma valeur argent potentiel si des gens viennent travailler ensemble. Donc, vous voyez, c'est un combo de plein de trucs. Repartir du pourquoi, ça va être intéressant déjà pour vous, pour plus facilement créer. En tout cas, moi, je le fais régulièrement et ça m'aide beaucoup. Je vous raconte juste moi ce qui marche pour moi, ce qui marche pour mes clients. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, ça va aussi vous permettre d'être plus captivant quand vous parlez parce que vous allez pouvoir reconnecter tout ce que vous dites à votre pourquoi. En gros, moi, j'ai fait une école d'ingénieur et en fait, j'avais aucune raison d'écouter le cours. Mon seul pourquoi, c'était d'avoir 10 au partiel. Mais en vrai, le métier derrière, il ne m'intéressait pas tant que ça. Que j'ai 10 ou 18, ça n'allait pas changer les débouchés. Et donc finalement, je n'avais pas vraiment de raison d'écouter en fait. Si le prof m'avait fait, par exemple sur un cours de cybersécurité, une intro en me citant tous les bénéfices que j'aurais eu à écouter son cours et en me prémâchant un peu le travail, j'aurais sans doute écouté beaucoup plus. Du style, bon, aujourd'hui, les compétences qu'on va voir, ça va te permettre demain de hacker des trucs. Quand tu vas te faire pirater, bah, tu seras contre-attaqué. Quand quand tu seras en soirée, tu auras des trucs à raconter. Bah, là, peut-être que j'aurais écouté beaucoup plus. Alors là, je ne mets pas toute la responsabilité sur les profs. Hein. J'étais aussi un petit con qui n'écoutait pas. Souvent, en tant qu'expert, on donne beaucoup le comment. On donne beaucoup les tactiques, les solutions et tout. Mais si les gens n'ont pas conscience de leurs problèmes ou n'ont pas une motivation suffisante à le régler, ils ne vont pas chercher la solution. Le pourquoi précède toujours le comment. Donc c'est toujours intéressant dans toutes vos vidéos de commencer par définir le grand pourquoi, c'est-à-dire c'est quoi les bénéfices ou le coût de l'inaction de la personne qui vous écoute si elle vous écoute versus si elle ne vous écoute pas. Pour recadrer le pourquoi, ça peut se passer grâce à citer des bénéfices. Moi, j'aurais rêvé d'un monde où au lycée, en école d'ingénieur, chaque prof venait un petit peu te vendre son cours à l'américaine, un peu en mode dans l'amphi, te dire ok, en quoi, tu vois, à l'américaine quoi, les gens qui disent le storytelling ça va changer ta vie, les compétences en communication ça va changer ta vie, les mathématiques vont changer ta vie et avec tous les bénéfices etc. Ça j'aurais adoré et c'est d'ailleurs pour ça moi j'adore l'entreprise Masterclass que je trouve super forte pour faire des pubs, pour vendre du knowledge et je pense que tout entrepreneur a beaucoup de leçons à en tirer, moi inclus, sur comment est-ce qu'on peut marketer notre savoir. Et en fait, on n'est pas juste des experts ou des spécialistes, parce que le mot expert, il est un peu galvaudé, mais des spécialistes. On est des spécialistes qui savent vendre leurs connaissances. Et leurs connaissances, en fait, une vidéo YouTube, ça se vend comme une formation, comme un produit. C'est pourquoi vous devriez m'écouter, preuve de résultat, preuve de légitimité, argument d'autorité, j'ai tel diplôme, tel truc. Preuve de labeur, donc typiquement preuve de résultat, c'est ok, moi j'ai des clients qui font 5, 10, 20 cas par mois avec leur chaîne YouTube, donc sur des stratégies héroïstes, ça marche. Je le fais moi-même, cette chaîne-là, elle a rapporté 100 000 € de CA au cours des 12 derniers mois, juste la chaîne, donc ce que je vous dis, je l'applique aussi. Ça, c'est de la preuve de résultat. De la preuve ensuite de labeur, c'est moi j'ai fait des centaines de vidéos et j'ai aidé des clients à en faire des centaines aussi. J'ai aidé 50 entrepreneurs. Voilà, preuve de labeur. Preuve d'autorité, ce serait, moi par exemple, j'ai un diplôme en médias à la Sorbonne. Bon, je ne vais pas vous bullshit, ça ne sert à rien par rapport à ce qu'on fait là, mais je pourrais le dire sans le préciser. Ça va être des gens qui vont avoir des doctorats, des diplômes, des certifications, des prix. Voilà, hop, tout ça, vous pouvez le caser au début pour gagner l'attention de pourquoi vous devriez m'écouter. Et ensuite, le bénéfice. Ok, je vais vous partager la stratégie qui va permettre de bénéfice. Voilà, bref, vous avez compris. Et enfin, le monde meilleur, pourquoi tout ça est important? C'est un peu ce que je suis en train de vous expliquer là. Si on est juste des spécialistes, mais qu'on n'arrive pas à capter l'attention, notre savoir ne sera jamais découvert et il y aura plein de pipoteurs qui gagneront l'attention de tout le marché
pour vendre de la merde. Donc c'est un peu notre devoir de maîtriser ces outils et ça va nous ouvrir un monde merveilleux parce que si on arrive à capter l'attention, on saura faire la différence. Voilà. On va passer au conseil suivant. Une fois qu'on a start with the why, il faut comprendre qu'on ne tombera jamais à court de contenu si on s'y prend bien. Chez pas mal de créateurs ou d'entrepreneurs, il y a cette peur de se retrouver un jour à court de contenu, d'avoir tout dit, d'avoir plus rien à raconter et de se dire « Attends, mais là, si je fais des vidéos de 2-3 mois, après, je ferme la chaîne, je n'ai plus rien à dire. » Et cette peur, elle est légitime parce que c'est vrai qu'une fois qu'on aura dispensé tout notre savoir, est-ce que finalement, on n'aura pas peur un peu de tourner un rond? Alors la réalité, c'est que ce sujet, il est erroné, mais il peut s'aborder de deux manières. La première manière, c'est de dire que effectivement, si vous ne diffusez que votre expertise et vos connaissances actuelles, vos expériences passées, il arrivera sans doute un moment où vous commencerez à tourner en rond. Mais ce n'est pas nécessairement un problème déjà, en premier lieu, parce que les gens ont besoin qu'on leur répète les informations. On a besoin de se faire répéter les informations. Et à chaque fois qu'on nous répète l'information, on l'accueille d'une manière un peu différente, on capte 5-10% en plus d'informations. Et puis, il y a aussi juste une notion de timing où parfois, ce n'était pas le bon moment pour nous d'entendre ça. Et puis, on va l'entendre une autre fois et là, ça va faire tilt et on va passer à l'action. Parce que les gens, ils apprennent uniquement, et je m'inclus dedans, par le passage à l'action. Consommer du contenu pour consommer du contenu, ça ne sert à rien, on le sait. C'est vraiment le changement de comportement qui est un petit peu la définition de l'apprentissage. Donc ça, c'est le premier point. C'est pas si grave de se répéter. En plus, les gens oublient. Moi, je travaille avec Jeremy Coleman, par exemple, et en fait, il se répète énormément dans toutes ses vidéos. C'est quelque chose que j'ai pu constater au cours des dernières années et c'est absolument pas un problème. Et c'est en fait s'autoriser à se répéter, c'est pas grave du tout. C'est pas les mêmes gens qui découvrent les vidéos à chaque fois, c'est pas les mêmes gens qui écoutent et ils ont besoin de le réentendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas obligé de se contenter de donner notre expertise, de parler de nos expériences passées. On peut aussi en fait documenter nos futures expériences et nos apprentissages. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir notre création de contenu comme quelque chose avec deux piliers. Le premier pilier qui est effectivement mettre en forme ce qu'on sait déjà et le partager. Et le deuxième qui est d'étendre notre champ de compétences et de connaissances. On peut par exemple se mettre dans une posture un peu de synthétiseur qui va aller faire des recherches sur nos sujets pour élargir nos connaissances, qui va aller creuser et puis essayer de condenser le nectar des meilleures informations et de les restituer dans des vidéos, dans une démarche un peu d'apprentissage, en mode j'ai appris des nouvelles choses sur ce sujet, voilà à quoi ça ressemble, ou dans une posture d'aventurier qui va justement aller documenter ses aventures, ses nouvelles expériences, aller faire du building public, aller finalement créer des nouvelles choses. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple concret, c'est comme si moi je disais je vais tester cette nouvelle stratégie YouTube pendant 100 jours et que je documentais ça. Ok, au bout des 100 jours, je pourrais raconter ce que j'ai testé et je pourrais créer du nouveau contenu en fait. Donc si vous êtes toujours en train d'apprendre, vous ne serez jamais à court de contenu et si vous arrêtez d'apprendre, le fait d'être à court de contenu sera le cadet de vos soucis puisque arrêter d'apprendre, c'est aussi commencer à régresser et donc vous aurez sans doute plein d'autres problèmes à gérer. Mais en gros, cette croyance-là, elle est plutôt erronée. C'est plutôt enthousiasmant de se dire que si vous prenez part à l'exercice, vous aimez ça, vous aurez toujours du contenu à partager. Ouais, il reste de la batterie. Septième principe, voir les compétences en communication comme des skills. Il y a pas mal de personnes qui disent moi je suis pas à l'aise à l'oral, je suis pas à l'aise devant la caméra, c'est tout, c'est fini. Sauf qu'en fait, c'est oublier que être à l'aise à la caméra, être à l'aise à l'oral, c'est une compétence comme une autre qui s'apprend. Ça n'a absolument rien de différent, c'est de l'entraînement, de la pratique et c'est surtout une compétence qui est sous-cotée de fou. Je vais vous prendre des exemples concrets pour illustrer ça tout de suite. Vous prenez par exemple Dan Martel, entrepreneur, conférencier, etc. Ok, au début, il était naze en création de contenu, ses vidéos ne ressemblaient pas à grand chose. Il a pratiqué pendant 10 ans et maintenant, en fait, il a toutes ses connaissances qui sont structurées et il a les compétences pour les restituer de manière claire, facilement. Ce qui fait que s'il a une conférence à donner, il a juste à réfléchir 30 secondes pour structurer un petit peu sa pensée et il peut monter sur scène sans préparation et délivrer une conférence d'1 heure ou de 2 heures ou de 3 heures. En France, il y a Oussama Ammar qui est connu un peu pour ça. Il est capable de déblatérer easy peasy du contenu sur pas mal de sujets de manière structurée. Et il était connu pour ses confs. Hormozy, il détient le même pouvoir également. Vinh Giang, expert en communication dont on a parlé sur la chaîne aussi. Jeremy Coleman dont je parlais, il a aussi un peu cette skills qui est assez impressionnante pour moi le voir en off caméra. Et donc le truc c'est que quand tu deviens bon en communication, tu détiens un super pouvoir qui est utile certes pour la création de contenu, mais qui va aussi être utile en fait pour manager ton équipe, qui va aussi être utile pour faire des sales,
qui va être utile si tu as des confs à donner, qui va être utile, qui va avoir plein d'externalités positives. Et je pense que c'est une des skills les plus sous-cotées. Donc maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on la développe? Déjà, on accepte que c'est une skill qui peut se développer. On fait des vidéos, on en fait encore. On les regarde sans le son, on les regarde sans l'image. On identifie dans notre voix qu'est-ce qu'on peut améliorer. On identifie dans notre gestuelle ce qu'on peut améliorer. Et on prend les points un par un et on les travaille jusqu'à ce qu'ils soient réglés et on avance. Et on pratique et c'est tout. C'est pas... En vrai, je pense que la conclusion de cette vidéo globale, ce sera prenez-vous pas trop la tête. Je vois beaucoup de gens overthink le truc. Je serais tenté de vous dire que c'est hyper compliqué pour vous vendre la solution. La réalité, c'est que c'est pas très compliqué, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est la phrase classique, c'est des efforts. Intellectuellement, c'est assez simple une fois que vous aurez un peu tout pigé, mais c'est pas facile dans le sens où c'est des efforts, de la pratique et tout. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que ça a de la valeur, hein. C'est comme la barrière à l'entrée est haute, on n'est pas beaucoup à se mettre en chemin pour arriver en haut de la colline. Et du coup, c'est ça qui fait que la vue en haut est top. Voilà. Tu deviens, ah oui, ça c'est vrai que cette compétence, il y a aussi d'autres externalités positives, c'est que tu deviens une personne qui n'a plus besoin de scripter ses vidéos, donc tu gagnes déjà des heures par semaine. Tu deviens une personne qui n'a plus besoin de faire des cuts au montage, donc tu vas gagner aussi du budget montage parce qu'il y aura moins de travail pour monter tes vidéos. Globalement, tu deviens une personne plus média friendly, plus powerful. Ça, c'est cool. On passe au 8e et dernier principe, faire le choix de devenir excellent. Commit. Vous voyez, la vidéo d'aujourd'hui, elle n'est pas sur du conseil actionnable, les 3 hacks pour faire des meilleurs titres et tout ça. On a des tonnes d'autres vidéos comme ça sur la chaîne, hein, d'ailleurs, si vous voulez aller creuser. On est vraiment sur comment faire le choix de devenir bon. Comment faire le choix de devenir bon, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, au début, je postais sur YouTube et j'avais le seum parce que ma chaîne, elle ne marchait pas. Et j'ai posté 3 ans, je crois, 3-4 ans et ça décollait pas. J'ai mis 3-4 ans, 3 ans, je crois, à avoir les 1000 premiers abonnés. C'était un peu flop sur flop. Au bout d'un moment, j'étais en mode ok, je suis banni par l'algorithme, c'est injuste et tout, je vais stop. Puis un jour, j'ai pris la réalité en face et je me suis dit, bon, est-ce que je me suis vraiment donné les moyens pour faire marcher le truc? Et j'ai regardé en fait sur les 3 dernières années, j'avais posté 20 vidéos. J'avais pas été spécialement stratégique sur le choix des titres, des miniatures, des idées. J'avais pas été spécialement dans les codes de YouTube non plus. Et je me suis dit, bah oui, en fait, je me suis pas mis dans l'identité d'un mec qui a envie de faire marcher le truc, quoi. J'ai un peu tenté à l'aveuglette pour me donner bonne conscience et c'était ok parce que c'était mieux que rien pour se donner l'impulsion, mais j'ai pas vraiment mis toutes les chances de mon côté. Et en fait, tout a changé quand j'ai pris la décision de faire marcher le truc. Et je dis ça humblement parce qu'après, j'ai pas non plus percé de ouf, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est vraiment, j'ai pris la décision, je me suis dit, ok, je vais faire marcher le truc. Plutôt que le faire à moitié, c'est soit je le fais pas, soit je le fais. Bon je le fais. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pendant 3 mois une vidéo par semaine en étant stratégique, en améliorant chaque vidéo, en essayant d'optimiser les scripts, en travaillant la forme et tout. Et en fait, sur les 3 mois qui ont suivi, effectivement, j'ai commencé à avoir de l'attraction, j'ai pris 3000 abonnés, sachant que les 1000 d'avant avaient pris 3 ans. Et j'ai eu des premières demandes clients, il a commencé à avoir des trucs. C'était pas incroyable, mais c'était déjà une proof of concept. Et en fait, c'est allé 10, 100 fois plus vite que quand j'essayais à moitié. Ce que je veux dire par là, c'est c'est juste comment vous voyez. Est-ce que vous voyez comme quelqu'un qui va réussir sur YouTube? Est-ce que vous voyez comme quelqu'un qui veut vraiment mettre tous les efforts dessus? Voilà. Et Dan Martel en parle très bien, je reparle de lui, on en a parlé dans une autre vidéo. Il a pris 8 ans à avoir ses 100 000 premiers abonnés et il était fier d'y passer le moins de temps possible. Il batchait tout son contenu en 2 heures et tout, il était trop fier. Et un jour, il s'est dit, mais attends, il a discuté justement avec les Hormozy qui lui ont montré combien de leads ils avaient eux grâce à leur chaîne YouTube pour acquisition.com, leur entreprise. Et il a dit, ok, c'est un truc de fou, j'ai envie de le faire vraiment. Et là, il a pris la décision et d'un coup, en 12 mois, il a gagné 1 million d'abonnés. Alors que ça avait pris 8 ans à faire 100 000. Pourquoi? Parce qu'il a dit, qu'est-ce que ferait quelqu'un de bon? Il s'entraînerait, il aurait un bon setup, il travaillerait ses scripts, il ferait des bons montages et tout. D'ailleurs, son filmmaker, pour l'anecdote, lui avait dit je peux te mettre 2 caméras, ça permet de faire des cuts. Et lui, il a dit non, mais moi qu'une caméra et moi je vais devenir quelqu'un qui a plus besoin qu'on cut son discours. Donc ça, c'est assez marrant. Si vous voulez devenir excellent et que vous voulez vous faire accompagner, bien sûr, je suis là pour ça. Mon job, c'est d'aider les entrepreneurs à devenir des machines de contenu et pas à y passer leur vie, mais en tout cas à avoir cette approche de petite audience très qualifiée, lien de proximité, petite audience
high rentabilité. Donc si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez prendre un call avec moi, ce sera moi personnellement qui va prendre le call. Alors c'est fait pour vous uniquement si vous êtes déjà un peu avancé dans votre démarche, votre réflexion, que vous avez déjà une offre, que vous faites déjà peut-être 5 cas par mois avec votre boîte. Enfin, c'est juste que si vous n'avez pas d'offre, ce sera trop tôt, je ne pourrai pas forcément vous aider, donc on va tous les deux perdre notre temps. Par contre, si ça vous intéresse, prenez un call avec moi et on va nous conclure cette vidéo en disant qu'est-ce qui vous empêcherait de réussir sur YouTube. Est-ce que votre why, pour reboucler avec un des autres principes, il est assez fort? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Et si oui, qu'est-ce qui vous empêche en fait de faire all-in? De dire ok, j'ai envie de faire marcher le truc, je me bloque un jour par semaine. Vous pouvez bloquer moins, mais pourquoi pas bloquer un jour par semaine pour commencer, à voir quel jour ce serait. Et pendant un jour, je théorie-craft les meilleures vidéos, je tourne, j'envoie, je prends un monteur, j'essaie et on voit jusqu'où ça peut me mener. YouTube, c'est un asset de long terme. Justement, c'est pas de la gratification immédiate parce que c'est pas une plateforme qu'on fait percer en 2 secondes. Par contre, justement, si vous êtes capable de delay la gratification, vous pourrez être surpris des fruits qu'on peut récolter puisque finalement, une audience sur YouTube, c'est quand même une valeur inestimable. Contrairement à tous les contenus courts, les gens, ils passent du temps avec vous. Ils tissent une relation. Déjà, c'est un levier pour vous pour apporter énormément de valeur, enfin le plus possible en tout cas. C'est un levier pour vous pour diffuser votre message à grande échelle, pour parler à plein de prospects en même temps. Et vous seriez surpris de la qualité des calls des gens que vous allez rencontrer, des prospects qui vont prendre des calls avec vous. C'est pas le même game que les ads où vous allez tomber sur des gens chelous. Là, c'est vraiment quali, des gens smart, qui vous ressemblent. En plus, ça filtre selon votre personnalité, vos valeurs et tout. Et ça vous permet aussi de rencontrer des pairs dans votre réseau parce que vous êtes quelqu'un dans le marché, dans la niche. Donc c'est vraiment excellent. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Vraiment, gratitude. Je suis conscient que votre attention, elle a beaucoup de valeur. Surtout si vous regardez des vidéos de niche comme ça, avec assez peu de montage, c'est que vous avez une attention éprouvée. Enfin, ça a de la valeur. Donc merci d'être resté jusque-là. Si vous voulez de l'aide, il y a les calls. Si vous ne prenez pas de call ensemble, qu'on ne travaille pas ensemble, en tout cas, ces vidéos-là, elles sont faites pour ça. Donc, je suis conscient qu'on ne pourra pas aider tout le monde, ce ne sera pas des feats avec tout le monde. Et en tous les cas, j'espère que vous tirez de la valeur de ce genre de vidéo. On n'était pas sur l'actionnable aujourd'hui, on était plus sur du mindset, mais il y a plein d'autres vidéos actionnables sur la chaîne si vous voulez définir la stratégie, les formats, les trucs, les machins. N'hésitez pas à me dire ce que ça donne. Vos implémentations de stratégie YouTube. Moi, je serais très curieux de voir vos chaînes, comment elles évoluent. Et puis nous, on n'a plus qu'à se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Et justement, si vous voulez le plan complet, vous pouvez regarder cette vidéo qui explique de A à Z comment définir votre stratégie YouTube en 1 heure en passant du message au format, au positionnement. Globalement, en 1 heure, vous aurez le plan clé en main à suivre. J'arrête de bégayer. On se dit ciao.